Une question profonde et souvent silencieuse traverse la vie de nombreuses personnes. Que se passe-t-il réellement quand une femme, ou quiconque d'ailleurs, évolue dans une existence où l'intimité véritable est absente? Non pas seulement l'intimité physique, mais cette connexion plus rare, plus essentielle, l'intimité émotionnelle, la capacité à être pleinement vue, comprise et acceptée, sans masque et sans crainte. Nous allons explorer cette réalité non pas à travers un prisme de plainte ou de manque, mais avec le regard puissant et libérateur du stoïcisme. Car les philosophes stoïciens, il y a près de 2000 ans, avaient déjà cartographié ce territoire intérieur. Ils nous enseignent que notre souffrance ne naît pas des événements, comme l'absence d'une certaine forme de relation, mais de notre jugement sur ces événements. L'enjeu n'est donc pas de déplorer un vide, mais de comprendre comment nous le remplissons, et surtout de découvrir la source inépuisable de plénitude qui existe déjà en nous. Imaginez une forteresse intérieure. Certains vivent en cherchant désespérément des visiteurs à inviter à l'intérieur pour se sentir moins seuls, au point d'oublier de l'entretenir et d'en explorer les richesses. D'autres, au contraire, fortifient ces murs au point de n'y plus laisser entrer personne. La voie stoïque est différente. Elle consiste à construire une demeure intérieure si solide, si sereine et si accueillante que la présence ou l'absence d'un hôte extérieur ne vient plus ébranler la paix du résident. C'est cette libération que nous allons décortiquer. Quand l'intimité avec autrui fait défaut, le premier piège est de laisser cette absence définir notre valeur. L'esprit commence à tisser des récits empoisonnés. Je suis indésirable. Il y a quelque chose en moi qui repousse les autres. Je suis condamné à la solitude. Épictète, l'esclave devenu sage, nous avertissait. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. L'absence de relation profonde est un fait. La tragédie que nous y attachons est un jugement, et ce jugement est optionnel. Marc Aurèle, l'empereur sur le trône le plus puissant du monde, se répétait dans ses pensées pour moi-même: Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. La force dont il parle est précisément celle de refuser de laisser une circonstance extérieure, ici l'état de nos relations, devenir le dictateur de notre paix intérieure. Une femme qui vit sans intimité n'est pas, par essence, une femme en échec. Elle est une âme confrontée à une circonstance particulière. Et comme toute circonstance, c'est une matière première sur laquelle exercer sa vertu, sa raison et sa résilience. Le danger n'est pas dans la solitude en soi, mais dans le dialogue intérieur que nous entretenons avec elle. Ce monologue peut devenir un tyran, ou il peut devenir le terrain d'entraînement de notre liberté la plus absolue. Sans cette forme de miroir humain qu'est l'intimité partagée, une dérive insidieuse peut s'installer. La projection de tous nos besoins émotionnels sur le monde extérieur en attendant qu'il nous comble. On en vient à croire que la validation, le réconfort, le sentiment d'exister pleinement doivent nécessairement nous être apportés par un autre. Le stoïcisme opère ici une révolution copernicienne de l'âme. Il nous dit: le centre de ton univers émotionnel n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Sénèque écrivait dans ses lettres à Lucilius: Fuis le troupeau, c'est dans la solitude que tu te trouveras toi-même. Cette phrase n'est pas un éloge de l'isolement misanthrope, mais une prescription pour une guérison fondamentale. Elle invite à un retrait stratégique du bruit des attentes sociales, pour découvrir que la source de notre valeur n'est pas dans le regard d'autrui, mais dans l'alignement de nos actions avec notre propre raison et notre propre intégrité. Une femme qui apprend à cultiver cette intimité avec elle-même découvre une chose extraordinaire. Elle n'est plus en état de manque, elle est en état de plénitude potentielle. L'intimité extérieure devient alors non plus une nécessité désespérée pour combler un vide, mais un choix, un partage volontaire d'une richesse intérieure déjà existante. C'est la différence entre mendier un peu de chaleur à un feu étranger et marcher avec sa propre torche. La qualité de la relation que l'on peut alors établir avec les autres est radicalement transformée, car elle n'est plus portée par la peur, la dépendance ou la demande, mais par un authentique désir de partage. Cette démarche intérieure demande un courage quotidien. Il s'agit d'affronter ses propres pensées, de regarder en face ses vulnérabilités sans se laisser submerger. Marc Aurèle nous y encourage. Plonge en toi-même. C'est à l'intérieur que se trouve la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu creuses toujours. Creuser, c'est pratiquer l'examen de conscience. Le soir, passer en revue sa journée, non pas pour se flageller, mais pour observer. Où ai-je laissé une opinion extérieure régner sur mon état d'esprit?
Quand ai-je confondu mon désir légitime de connexion avec un besoin maladif d'approbation? Cette pratique, ce dialogue intérieur franc et bienveillant, est la pierre angulaire de l'autonomie émotionnelle. Elle permet de désamorcer la narration toxique qui associe solitude à échec. Elle permet de redéfinir ce que signifie être connecté. On réalise que l'on peut éprouver une profonde connexion avec la nature, avec une œuvre d'art, avec une idée, avec le simple fait d'agir avec droiture dans une situation difficile. Épictète, avec sa rudesse caractéristique, rappelait: ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton interprétation de la chose, ton jugement sur elle. Et tu as le pouvoir de supprimer ce jugement immédiatement. Supprimer le jugement «je suis seul, donc je suis brisé» et le remplacer par «je suis avec moi-même» et c'est l'occasion de fortifier mon caractère. C'est exercer ce pouvoir souverain. C'est passer du statut de victime des circonstances à celui d'architecte de son propre état d'âme. Cependant, fortifier sa forteresse intérieure ne signifie pas devenir une île inaccessible, insensible à la beauté et au réconfort des liens humains authentiques. La sagesse stoïcienne est un équilibre, jamais un extrême. Elle nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Dépendent de nous, nos jugements, nos valeurs, nos actions, notre effort pour être une personne juste et intègre. Ne dépendent pas de nous, les actions des autres, leurs sentiments à notre égard, la présence ou l'absence d'une relation intime dans notre vie. Une femme qui a cultivé son jardin intérieur approche alors les relations avec une liberté nouvelle. Elle peut désirer la connexion, l'amitié profonde, l'amour même, mais sans en faire la condition sine qua non de son bonheur. Son bien-être est ancré en elle. Il est inconditionnel au sens stoïcien du terme. Sénèque le disait avec élégance. La plus grande puissance est de se suffire à soi-même. Se suffire, ce n'est pas refuser les autres, c'est ne plus en avoir un besoin vital qui nous rend fragiles et susceptibles de faire des compromis sur notre dignité. Imaginez aborder une rencontre non pas en vous demandant « est-ce que cette personne voudra de moi ?», mais « est-ce que la qualité de cette personne et les valeurs qu'elle incarne sont en accord avec les miennes ?» La dynamique est inversée. Vous n'êtes plus en position de quémandeur, mais en position de souverain qui choisit, avec discernement, ceux et ceux qu'il laisse entrer dans son espace vital. Cette maîtrise intérieure a un effet concret et puissant sur la manière dont on rayonne dans le monde. Le besoin désespéré est une énergie qui repousse, souvent de manière inconsciente. La sérénité et la plénitude intérieure, en revanche, sont des énergies qui attirent. Ce n'est pas une technique de manipulation, c'est une loi naturelle de l'être. Quand vous êtes en paix avec vous-même, votre présence devient différente. Vous écoutez vraiment, vous n'êtes pas absorbé par votre propre anxiété de performance sociale. Vous parlez avec authenticité, car vous n'avez plus à jouer un rôle pour plaire. Vous fixez des limites avec calme, car votre valeur n'est pas en jeu dans le fait de dire non. Tout cela constitue le fondement d'une intimité véritable, car l'intimité ne peut se construire que sur la vérité de deux êtres et non sur la fusion de deux besoins. Marc Aurèle nous rappelle que notre devoir est de jouer notre rôle dans la cité avec bienveillance et justice, mais sans nous attacher aux fruits de nos actions. Appliqué aux relations, cela signifie « soyez une amie loyale, un partenaire potentiel présent et intègre, faites votre devoir d'être humain en cherchant la connexion, mais ne vous perdez pas dans l'attente obsessionnelle d'un résultat précis. Agissez avec vertu et laissez le reste au destin ou à la nature des choses. » Cette disposition d'esprit libère d'une pression immense et ouvre la porte à des relations bien plus saines et solides, car elles ne sont plus bâties sur le sable mouvant de l'attachement excessif, mais sur le roc de la liberté intérieure et du choix mutuel. Parlons maintenant d'un écueil spécifique que cette quête d'intimité peut générer. La tentation de forcer les choses, de modeler sa personnalité pour correspondre à ce que l'on croit être désirable, ou de s'accrocher à des relations qui ne nous élèvent pas, simplement pour éviter le vide. Le stoïcisme nous appelle ici à un courage encore plus grand, le courage de l'authenticité radicale. Épictète enseignait « Souhaite que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux ». Cela ne signifie pas une passivité résignée, mais un profond accord avec la réalité. Souhaiter que les relations arrivent telles qu'elles sont, c'est accepter de voir l'autre et la dynamique entre vous avec lucidité, sans le voile de l'illusion ou du désespoir. Si une connexion n'est pas profonde, si elle est toxique ou simplement absente pour le moment, la sagesse est de reconnaître ce fait avec calme.
plutôt que de dépenser une énergie folle à tordre la réalité pour qu'elle colle à notre désir. Cette acceptation n'est pas un renoncement à l'amour ou à l'amitié. C'est un renoncement à la souffrance inutile que nous nous infligeons en refusant de voir la vérité. C'est en acceptant le paysage relationnel tel qu'il est que l'on peut alors y naviguer avec intelligence, en choisissant ses actions avec pertinence, plutôt que de réagir sous le coup de l'émotion blessée. Cette authenticité s'étend à la relation que l'on entretient avec son propre corps et sa propre sensualité. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie ascétique méprisant le corps, nous enseigne à en être le gardien respectueux, sans en être l'esclave. Sénèque conseillait de traiter son corps avec rigueur, non par haine, mais pour qu'il obéisse à l'esprit. Dans un contexte d'absence d'intimité physique, cela prend tout son sens. Il s'agit de ne pas se laisser définir par cette absence, de ne pas la laisser générer de la frustration qui vous contrôle. À l'inverse, il ne s'agit pas non plus de chercher à tout prix à la combler par des expériences vides qui vous éloignent de votre intégrité. La maîtrise de soi stoïcienne est ici un pouvoir de redirection. Canaliser cette énergie vitale, cette pneuma, comme il disait, vers des activités qui fortifient le caractère, la créativité ou le service aux autres. C'est transformer ce qui pourrait être vécu comme un manque en une force motrice pour des réalisations personnelles. La personne qui pratique cela découvre une forme de plénitude et de charisme qui n'a rien à voir avec la séduction superficielle, mais tout à voir avec la puissance tranquille d'un être aligné. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Non pas en manipulant, mais en cultivant la présence, le discours juste et la force intérieure qui rendent les connexions authentiques non seulement possibles, mais presque inévitables. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Devenir une personne si complète en elle-même que votre présence est un cadeau et non une demande. Quand une femme ou un homme atteint ce niveau de souveraineté intérieure, quelque chose d'étonnant se produit. Les relations qu'elle attire ou qu'elle choisit de cultiver sont d'une qualité différente. Elles sont basées sur un choix mutuel et conscient, et non sur une dépendance. Et si, pour une saison de la vie, l'intimité profonde avec autrui reste absente, cette absence n'est plus une prison. Elle devient un espace, vaste et libre, pour se consacrer à d'autres formes d'amour. L'amour pour son travail bien fait, pour la communauté, pour la beauté du monde, pour le développement constant de sa propre sagesse. C'est ce que les stoïciens appelaient vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire réaliser pleinement son potentiel d'être humain, rationnel et social, quelle que soit la configuration exacte de sa vie relationnelle. Alors, que lui arrive-t-il vraiment à celle qui vit sans cette intimité tant idéalisée une fois qu'elle a embrassé les principes stoïciens? Elle ne devient pas insensible ou froide. Au contraire, elle traverse une métamorphose profonde. Elle cesse d'être le personnage principal d'un drame centré sur le manque, pour devenir l'architecte silencieux et puissant de sa propre citadelle intérieure. L'énergie autrefois consumée par l'anxiété, l'attente et la déception est réinvestie. Réinvestie dans l'action juste, dans le courage de dire sa vérité, dans la patience d'écouter vraiment l'autre, dans la discipline de ses propres pensées. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Une vie sans intimité conventionnelle peut, avec un travail intérieur rigoureux, devenir le terreau d'une pensée d'une qualité exceptionnelle, une pensée libre, non entravée par les jugements erronés sur ce que la vie devrait être. Elle découvre que l'intimité la plus fondamentale est celle qu'elle entretient avec le logos, cette raison universelle qui, pour les stoïciens, anime le monde. Elle se sent connectée non à une personne en particulier, mais au grand tout, à la destinée, à sa propre vocation d'être humain. Cette connexion-là est inaliénable. Cela ne rend pas les relations humaines superflues, mais les replace dans leur juste perspective. Elles sont un bien préférable, selon la terminologie stoïcienne, mais pas un bien absolu. Le bien absolu, le seul qui soit vraiment sous notre contrôle, c'est la vertu, l'excellence de notre caractère. Ainsi, une amitié, un amour deviennent des occasions magnifiques d'exercer cette vertu, la loyauté, la générosité, la justice, la bienveillance. S'ils sont absents, l'occasion d'exercer la vertu ne disparaît pas pour autant. Elle se présente simplement sous d'autres formes, la résilience, l'autosuffisance, le service désintéressé, le courage de faire face à ses propres profondeurs. Épictète nous préparait à cette éventualité.
Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais en conséquence ce que tu dois faire. Si vous voulez être une personne intègre, forte et sereine, agissez comme telle maintenant, indépendamment de votre statut relationnel. C'est dans cette action même, jour après jour, que vous vous construisez et que vous trouvez une satisfaction qui ne dépend de rien d'extérieur à votre volonté. Finalement, le voyage stoïcien face à l'absence d'intimité est un voyage de retour à soi, un retour non pas égoïste mais fondateur. C'est en étant solidement ancré en soi-même que l'on peut véritablement aller vers l'autre sans s'y perdre. C'est en n'ayant plus peur de la solitude que l'on peut offrir une présence pure, sans attente étouffante. La vie peut alors déployer ses possibilités de manière imprévisible. Peut-être qu'une connexion profonde émergera, née de cet authentique rayonnement. Peut-être pas, mais dans les deux cas, la personne qui a suivi cette voie ne sera pas brisée. Elle sera entière. Elle aura transformé ce qui pouvait être perçu comme une faiblesse ou un manque en la plus grande des forces, la souveraineté inébranlable sur son propre empire intérieur. Elle aura appris, comme le conclut Sénèque, que parfois vivre est un acte de courage. Et dans ce courage quotidien de se construire soi-même, elle trouve non seulement la paix, mais une forme de joie profonde et silencieuse, qui est la récompense ultime de ceux qui osent devenir les maîtres de leur propre jugement. Si ce chemin de maîtrise intérieure et de liberté résonne en vous, et que vous souhaitez approfondir cette manière de vivre et d'interagir avec le monde, songez à vous abonner à cette chaîne. Nous décortiquons ensemble, chaque semaine, les sagesses antiques pour en faire des outils concrets pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Merci de votre écoute profonde. Continuez à fortifier votre citadelle.